incroyable, j'ai enfin rattrapé mon retard. Pour vous donner une idée, j'avais déjà fait le planning et j'étais en mode bon, à l'heure où je prépare le planning, je n'ai pas encore de quoi faire, enfin tourner cette update lecture puisque je n'ai pas lu assez. Mais bon, d'ici à ce qu'ils sortent, ce sera bon, non? Et la réponse est oui, heureusement pour moi. Mais j'ai enfin rattrapé mon retard, ce qui fait que là, je vous tourne ça, on est mi-novembre. Vous devriez voir ça normalement début décembre. Donc c'est ce qu'on appelle chez moi retourner dans la bonne chronologie, on va dire ça comme ça. Parce que, comme vous le savez, je préfilme beaucoup parce que le setup, que vous ne voyez pas, est très long à installer. Donc j'en filme 4 aujourd'hui. Et normalement, cette vidéo-là est la dernière des 4. Donc vous avez vu toutes les autres. Bref, vous vous en fichez un petit peu de ça, vous voulez que je vous parle de mes dernières lectures, et je vais commencer avec ma première et très longue lecture du mois d'octobre. Alors chez moi, le mois d'octobre, ça veut pas du tout dire spooky, je suis pas du tout dans la vibe Halloween Challenge Cocooning automnal ou même Pumpkin Autumn Challenge. Cette année, non, pas du tout. Et j'ai lu Once and for All de Sarah Dessen aux éditions Lumen, qui traînait dans ma palle depuis longtemps, il faisait partie des plus vieux de ma palle. Laurine l'avait déjà lu et me l'avait déjà rendu depuis belle lurette. Donc vous l'avez déjà vu sur la chaîne, je vous mets dans le i là-haut la version de Laurine. Enfin, pas la version de Laurine, mais son avis sur le bouquin. Moi, sachez que ça l'a pas fait. Voilà, ça l'a pas fait. C'était pas non plus une catastrophe, mais ça l'a pas fait. C'est pour ça que malheureusement, je l'ai noté 6 sur 10. Oui, je vous l'ai dit, hein, je suis un peu plus dure avec mes bouquins ces derniers temps. Ça durera probablement. En tout cas, pour l'instant, je suis un peu plus dure. Donc, le problème de ce livre, c'est que je suis jamais vraiment, à proprement parler, rentrée dedans. Et je pense que de ça va découler plusieurs autres trucs qui m'ont posé problème. Donc, déjà, il y a 2 chronologies. Faudrait peut-être que je fasse le résumé. On va peut-être commencer par le résumé. On va suivre Luna, qui est une lycéenne qui aide dès qu'elle a l'occasion, donc surtout pendant ses vacances, ses week-ends aussi, mais j'ai un doute, mais surtout ses vacances scolaires, elle aide sa mère qui est la gérante d'une entreprise de wedding planner, donc tout ce qui est autour du mariage, etc., planification du mariage, la salle, le traiteur, le machin, le bidule. C'est sa mère qui gère dans une entreprise qui est très appréciée, très classe. Et donc elle aide sa mère et on va avoir un parallèle entre sa rencontre avec son premier et seul petit copain avant le début du bouquin, et en gros ça a été merveilleux, le coup de foudre, mais il s'est passé quelque chose de dramatique qui fait qu'ils sont plus ensemble, et on sait pas quoi au début du bouquin. Et en parallèle, on va suivre son présent où elle va devoir se coltiner un nouveau collègue qui la saoule, quoi, clairement, parce que il ne traite pas les filles à ses yeux comme elles devraient être traitées. Il passe d'une copine et d'une conquête à une autre, il s'en fout, il sort avec plusieurs nanas à la fois, enfin voilà, et elle ça l'horripile. Et on va donc avoir une romance entre ces deux-là, vous vous en doutez bien. Donc pourquoi j'ai été complètement confuse et perturbée? En fait, on alterne plus ou moins entre des flashbacks et son présent, sauf qu'il n'y a rien, mais alors quand je vous dis rien, c'est rien, pour vous indiquer de prime abord si on est dans le passé ou dans le présent. Ce qui fait que moi, ça me prenait toujours un certain temps pour comprendre dans quelle temporalité on était, quoi. Je finissais par mélanger les deux gars, enfin bref, j'étais perdue. Alors peut-être que c'était parce qu'à côté, avec mon boulot et tout, j'étais un peu trop fatiguée ou mentalement prise ou j'en sais rien. Peut-être que je le lisais pas assez d'affilée, mais j'étais perdue. Donc forcément, étant donné que je ne suis jamais rentrée dedans, vous vous doutez bien que je l'ai trouvé excessivement long et fastidieux. Je l'ai fini parce que clairement c'est pas prise de tête, mais j'aurais très bien pu m'arrêter et je pense qu'il y a pas mal de gens, s'ils avaient eu le même ressenti que moi, se seraient arrêtés avant. Mais moi, vous savez, j'arrête très rarement mes livres. Ensuite, je vous ai dit qu'il est arrivé un drame à son premier petit copain. Ça m'a paru évident en fait. Il y a vraiment tout un truc, genre une montée de stress en mode mais qu'est-ce qui va bien pouvoir lui arriver? Ah non, mais il va pas vraiment lui arriver ça. Ah si, il lui arrive ça. Page 2, je l'avais. Je pense que vous chez vous, vous qui êtes chez vous, vous avez même peut-être déjà trouvé ce qui lui est arrivé et il n'y a rien de plus quoi. Il n'y a pas un retournement de situation ou un petit truc en plus de ce qu'on a déjà deviné qui pourrait nous faire criser. Non, rien. Voilà, c'est juste ça. Ça reste horrible, mais juste tout ça. Voilà quoi. Et puis ensuite, au niveau des émotions, la romance pour moi arrive trop tardivement parce qu'en fait c'est censé équilibrer, genre au début il y a la romance de la découverte du premier petit copain parce qu'il y a les flashbacks, et après on a la romance avec le nouveau collègue. Ouais non, ça l'a pas fait, c'est à dire que la première romance était beaucoup trop idéalisée et tout ce que vous voulez, même si c'est éventuellement ce qui s'est passé dans le bouquin, j'en sais rien mais je m'en fiche, ça faisait trop parfait. Et la deuxième romance elle venait trop tard, donc youpi. Et en plus à la fin il y a ce que j'aime pas du tout, c'est une romance où on se dit attends, il s'est pas passé assez de trucs, viens je balance un gros drama inutile à la fin. J'étais en mode pourquoi en fait? Puis en plus c'est fait, enfin, je trouvais ça ridicule, mal fait, enfin bref, j'ai pas aimé ce finish. Par contre il y a quand même certaines choses que j'ai aimées, notamment le collègue
collègue désagréable. J'ai bien aimé son écriture, j'ai bien aimé comment il était, comment le personnage était développé. Pas forcément le personnage en lui-même, je sais pas si vous voyez ma nuance, mais comment le personnage était écrit et développé au cours du récit. Ensuite, Luna n'a pas vraiment de famille, enfin si elle a une famille, mais plus dans le sens américain du terme de je le vois comme ma famille, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que sa mère est donc sa famille, mais son père, je sais plus s'il est mort, parti ou quoi. Enfin bref, elle a pas de père dans les environs, mais le collègue, enfin c'est pas vraiment un collègue, c'est genre le co-gérant on va dire, de l'entreprise de Wedding Planner, c'est un peu devenu son papa quoi. Et du coup ils forment une jolie et joyeuse petite famille à tous les trois. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce cadre de la famille et les parents du coup, même si c'est pas vraiment les parents, étaient vraiment très très chouettes, j'ai beaucoup apprécié. Et enfin le thème du mariage m'a beaucoup plu. Parce que j'ai l'impression que le mariage, on le voit pas tant que ça en tant que thème dans les romances, parce qu'on voit plus souvent des trucs du style à la fin, ils se marient, mais on voit pas le thème du mariage à proprement parler. Le seul truc qui me vient dans le genre, c'est 27 robes, mais c'est un film. Je pense pas que ce soit un livre à l'origine. En tout cas, si c'est le cas, je ne le savais pas. Donc bref, le thème du mariage était très sympa. Pour conclure sur ce livre, c'était donc pas une lecture folle du tout, mais Laurine l'a bien aimé, donc écoutez, elle lit plus de romances que moi. Est-ce que ça veut dire qu'elle est plus fiable et que je l'ai lu dans ma mauvaise période? Je ne sais pas, c'est pas impossible. Faites-vous votre avis si ça vous tente, mais clairement, moi je vous le conseille pas. Si vous voulez une romance, il y a clairement mieux que ça. Et oui, d'ailleurs, si vous voulez une romance mieux que ça, c'est pas compliqué, il suffit de lire Heartstopper. Le tome 4, donc ici, d'Alice Oseman aux éditions Hachette. C'est un roman graphique, et j'ai hésité, comme d'habitude. Est-ce que je le présente avec mes romans dans un update normal ou dans un update graphique? Et comme je trouve vraiment que c'est un entre-deux, même s'il y a du graphique quand même dedans, ben je me suis dit que j'allais faire une fois l'autre. Une fois l'un, une fois l'autre. Et j'ai remarqué que la fois précédente, je l'avais présenté en update BD manga. Donc là, je vous le présente en update classique. Voilà. Bon, l'histoire de Heartstopper. C'est Nick et Charlie qui sont amoureux. Vont tomber amoureux dans le premier tome. Je pense qu'il est plutôt évident qu'ils sortent ensemble, voilà, là où j'en suis dans le tome 4. Et si vous voulez de la choupitude absolue, c'est la solution parfaite. C'est-à-dire que dans les romances, parfois il y a trop de drama, parfois c'est complètement irréaliste, et là, non, rien de ça. C'est-à-dire que c'est mignon au possible. Il se passe des trucs quand même, donc c'est pas vraiment du drama dans le sens où c'est pas du too much, mais il y a toujours cette choupitude et cette positivité, et ça fait du bien, et c'est chouette. Et on peut se dire, ouais, non mais une romance gay où il n'y a aucun homophobe, où il n'y a aucun problème d'homophobie, où il n'y a jamais de problème, c'est pas crédible en fait. Sauf que là, c'est pas le cas, sauf que c'est juste bien tourné et bien fait, et ça met pas terriblement mal à l'aise, et ils sont trop choux. Et je suis triste d'avoir appris en lisant ce tome que le prochain, donc le 5e tome, serait le dernier. Mais il y a 2 nouvelles dans l'univers qui vont sortir, non, qui sont déjà sorties à l'heure où je vous parle, je crois. Bref, qui sont sur cette fin d'année 2021. Et je me les décode très bien. Je ne sais pas quand parce que j'essaye d'acheter moins. Mais clairement, tout ce qui est autour de l'univers de Nick et Charlie, ça m'intéresse hautement. Pour ceux qui ne passent jamais sur mes updates lecture BD, manga, graphique et toute la clique, sachez que j'ai du mal à noter mes graphiques, donc j'ai beaucoup de mal à noter Heartstopper notamment, mais c'est des petits coups de cœur à chaque fois, clairement. Et si c'est pas des petits coups de cœur, ils en sont vraiment pas loin. Ensuite, j'ai lu Vertèbre de Morgane Cossarieux aux éditions Le Diable Vauvert, grâce aux e-books gratuits pour les jurés du PLIB 2022. Oui! Parce que si vous ne le saviez pas, j'ai rempilé une année de plus pour le PLIB, parce que c'est chouette, parce que c'est cool, parce qu'on a des e-books gratuits. Non, je rigole, c'est pas pour ça. Mais bref, parce que ça me permet un peu de renouer avec la branche francophone de la SFFF. Et ça c'est cool parce que je pense que sans le PLIB, j'en lirais beaucoup moins. Alors que clairement, en francophonie, on a de la bonne SFFF. Et dans la bonne SFFF, il y a notamment Vertèbre, comme je le disais. Donc je vous ai mis la couverture, je suis d'accord, pas besoin de le dire en commentaire, elle est pas folle, on va dire ça comme ça. Elle est pas folle, mais j'ai adoré ce livre parce que je lui ai mis la note de 9 sur 10. Pour le pitch, on va suivre Sacha et Marilou. Sacha fait partie d'un groupe de potes persécutés à son école, clairement. Ils sont 3 et un jour, il y a Jojo. Je sais plus quel est son prénom, je vais être honnête, je sais plus quel est son prénom, mais elle appelle Jojo, qui va se faire enlever et il va mystérieusement réapparaître une semaine plus tard, je crois, avec une vertèbre de plus. Kezako, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon, vous aurez compris à la couverture qu'il s'agit peut-être de créatures fantastiques. Et d'autre part, on va suivre Marilou, qui est la mère de Jojo. Voilà, donc on va suivre d'une part l'amie
de Jojo, comment elle perçoit ce nouveau Jojo, etc. etc. Sachant qu'elle a genre 10 ans, je crois, tout du style. Et bah la mère de Jojo. Et ce roman était magnifiquement bien écrit. Bon alors déjà, avant de donner envie à ceux qui auraient le cœur sensible, sachez qu'il y a des trucs glauques, sanglants, pas très ragoûtants, tout ce genre d'idées, vous voyez quoi. Je ne lui ai pas trouvé de points vraiment négatifs, mais c'est pas plus que 9 sur 10 parce que c'est pas non plus le genre de... Enfin je sais pas, il a peut-être manqué un truc que j'arrive pas à identifier, mais 9 sur 10 c'était très bien et j'aurais pas mis plus de toute façon. Avant de passer à la pluie de points positifs, je vais juste évoquer un petit point qui peut saouler. Moi je le trouve justifié, notamment à la fin on nous explique pourquoi. Mais ça peut saouler parce que je l'ai lu en lecture commune, comme d'habitude sur le Discord du Plib. Et on était genre une dizaine peut-être. Et il y en a beaucoup qui trouvaient que les références aux années 90, parce que ça se passe dans les années 90, étaient très lourdes. Parce qu'il y en avait régulièrement, vous savez, des bouts de jingle, genre ça parlait spécifiquement de marques, etc., etc. Il y en a qui ont trouvé ça un peu lourd. Je peux comprendre. Mais à nouveau, moi j'ai trouvé une explication au cours du livre et elle a été confirmée à la fin. Donc bon, moi je trouve que c'est très respectable et ça s'explique bien, donc ça va je trouve. Bon, vous l'aurez compris avec la couverture, avec ce que j'ai dit avant, il est question de loup-garou. Mais ce qui est sympa, c'est que d'habitude, avec le mythe du loup-garou, on est plutôt sur un loup-garou qui sait qu'il est loup-garou, qui sait gérer son état de loup-garou, et on va le suivre dans ses affaires fantastiques, on va dire ça comme ça. Là pour le coup, Jojo... Je sais pas ce qui lui arrive, il gère pas du tout ce qui lui arrive et il n'a pas anticipé ce qui lui arrive, quoi, on va dire ça comme ça. Et c'est génial en fait de passer du temps sur la métamorphose plutôt qu'une fois que c'est fait, qu'est-ce qui se passe. Là on est vraiment sur je suis un humain jusqu'où ça va aller, quoi. Et franchement ça c'était trop bien, super intéressant. Je peux pas détailler plus que ça malheureusement, alors que ça aurait pu vous aider à vous donner envie, mais avec Sacha comme avec Marilou il y a des problématiques hyper intéressante, notamment si je dois rester un peu vague, Sacha s'identifie pas comme une fille, pourtant c'est censé être une fille, donc il y a toutes les problématiques de transidentité, ce genre de choses. De l'autre côté, on a Marilou qui est une mère hyper protectrice, on va dire ça comme ça, mais peut-être un petit peu trop aussi. Donc forcément, quand elle perd son Jojo déjà, elle est un peu au bout de sa vie. Quand elle le récupère et qu'il a une vertèbre de plus, bon, elle est pas confiante quoi. Et enfin, la narration était géniale. C'est-à-dire qu'on va alterner entre le point de vue de Marilou, qui a l'air plutôt habituel on va dire, et le journal intime de Sacha, qui est très... Bah, qui a vraiment ce côté journal intime d'une gamine de 10 ans, hein, clairement. Et j'ai trouvé ça super intéressant. D'autant plus que les deux points de vue, et là pour le coup, contrairement à avant où j'ai un peu détaillé quand même, pour le coup je peux vraiment pas vous dire en quoi ils vont devenir intéressants, mais les deux points de vue vont vraiment acquérir encore plus d'importance et d'intérêt par la suite. Mais je peux pas vous dire quoi à nouveau. Mais je vous jure, Vertèbre était vraiment très bon, d'autant plus qu'il est court. Je l'ai pas en papier, mais clairement, si je le vois en papier, je me le procurerai. D'autant plus que je suis dégoûtée parce que je l'ai mis en carton au boulot. Et au moment où je regardais la couche, j'étais en mode, il fait vraiment pas envie ce bouquin, je sais pas pourquoi sur le pli, ils arrêtent pas d'en parler, mais bon, moi il me fait pas envie. Puis après j'ai constaté que je l'avais mis dans mes 80, j'étais en mode, il est en e-book, il y a une lecture commune dessus. Allez, on essaie, non? Et du coup j'ai essayé, ça m'a beaucoup plu. La preuve, parmi les 3 bouquins du Plib 2022 que j'ai lu jusque là, c'est celui qui m'a le plus plu. Et je vous parle du 3e, parce que vous avez déjà vu que j'avais lu Fantasy Show, il y a un moment, vous l'avez déjà vu. Donc, ça c'était ma 2e lecture pour le Plib, même si Fantasy Show c'était pas explicitement pour le Plib. Et la 3e arrive plus tard dans l'update. Et c'est le moment où je fais un big up à ma famille des Phoenix. Oui! On s'est fait encore une lecture commune tous ensemble, puisque, en gros, on avait l'un d'entre nous, donc, flûte, j'ai plus ton nouveau pseudo. Ah, j'ai que l'ancien en tête. Florent de l'univers d'une tortue, je crois que c'est ça. Désolée Florence, je me gourre. Donc, nous avons lu... Enfin, il était en train de galérer sur ce livre parce qu'il en avait marre, il en pouvait plus. Et moi j'ai fait mais attends, mais moi il est dans ma palle. Et on est plusieurs, on fait mais moi aussi il est dans ma palle. Moi aussi il est dans ma palle. Du coup on fait viens, tu t'arrêtes de le lire et on se fait une sorte de lecture commune où genre on se rattrape les uns, enfin on te rattrape et ensuite on le lit ensemble. Bon, au final c'est pas du tout passé comme ça parce que quand j'aurais dû prendre le livre pour le lire et les rattraper, eh bien j'ai lu autre chose parce que j'avais oublié que j'avais dit que je ferais ça.
Bref, donc j'ai été la dernière, forcément, bien à la bourre, mais vous savez, on a utilisé cette super fonctionnalité de Discord qui fait qu'on peut masquer les messages, donc ça n'a posé de problème à personne. Donc ce livre, c'est Les Chroniques de Saint-Marie, premier tome, un monde après l'autre, de Jody Taylor, aux éditions Hervé Chopin, donc HC Éditions. Le pitch de base, c'est qu'on va suivre Max, qui est Madeleine Maxwell, qu'on appelle Max, qui est une jeune femme historienne qui va intégrer un institut de voyage dans le temps. Bon, évidemment, c'est pas ouvertement un institut de voyage dans le temps, mais vous avez l'idée. Et elle va avoir des missions dans le temps pour prouver des théories historiques, grosso modo. Bon, ça c'est le pitch, et du coup, comme moi, comme tous les Phénix qui l'ont lu, vous attendez probablement à avoir un roman historique qui est SF. Logique, vous me direz. Alors non, c'est-à-dire que l'historique, c'est des grosses inepties historiques. Même moi qui aime pas l'historique, j'ai trouvé des trucs un peu bizarres. Mais bon, les autres Phénix qui sont un peu plus attentifs et qui aiment manifestement plus l'histoire que moi, et on fait des recherches, on dit qu'il y avait des moments, c'était de la grosse merde, historiquement parlant. Yes. Et ensuite, surtout, il va y avoir une romance très importante dans ce livre, et pourtant c'est pas du young adulte, donc c'est plutôt le genre des young adultes de glisser de la romance alors que le pitch ne l'indique pas du tout. Et en plus, il va y avoir des scènes de sexe assez crues qui viennent de nulle part. Voilà, je tiens à vous prévenir. Désolée si je vous ai spoilé le plaisir de découvrir ça, mais c'était tellement improbable qu'il fallait que je vous le dise. Le seul point positif que je lui ai trouvé, alors que pourtant Florent avait l'air de dire que c'était pas son cas, c'est que c'était plutôt fluide et ça se lisait plutôt bien. Par contre, le reste, ce n'est que une avalanche de points pas très sympathiques. Donc déjà, je vous ai dit, la romance avec des scènes de sexe explicites, et alors t'as l'impression que ils copulent comme des lapins dès qu'ils ont 2 minutes, quoi. Décrit de manière archi crue, alors que t'es dans ton paysage historique et d'un coup ils sautent dessus comme des lapins. Ah, oh, d'accord, je pensais que vous aviez des choses plus importantes à faire, mais manifestement pas. D'accord, pas de problème. Ensuite, comme je le disais, le voyage temporel, il sort de nulle part, c'est-à-dire que c'est pas qu'il sert à rien, mais en gros c'est le cadre de trucs bien plus grands et bien plus larges, et clairement je pense qu'on aurait pu se débrouiller sans voyage temporel. Donc bon, si c'est vraiment l'aspect voyage temporel qui vous intéresse, passez peut-être votre chemin. Ensuite, l'écriture est clairement pas folle, c'est-à-dire que bon, il y a aucun effet de style, enfin voilà, je peux pas détailler plus, l'écriture elle est pas folle. Si bien que je me suis mélangée avec les personnages, alors je l'ai un peu lu lentement aussi, et bon, je me plains que je me suis mélangée avec les personnages, mais au début, vous avez vraiment qui est quel personnage, etc. etc. Mais est-ce que à chaque fois que vous rencontrez un personnage dans un bouquin, vous avez envie de revenir au glossaire et à l'explication? Non, pas vraiment. Mais bon, voilà. Je pense qu'ils avaient aucun signe distinctif physique, ou alors je les ai juste pas retenus. Mais du coup, je les mélangeais tous, et je suis passée au-dessus, c'est-à-dire que j'étais à un stade où j'étais en mode bah je m'en fiche en fait. C'est pas grave, si je sais pas de qui on parle, j'ai les 3-4 personnages principaux, ça ira bien. Et enfin, il y avait des problèmes de temporalité, mais vous savez comme on peut y en avoir typique dans les trucs de voyage dans le temps, où t'es en mode bah non, du coup, s'ils ont voyagé dans ce sens-là et qu'après ils sont allés là et allés là, c'est pas cohérent en fait, là. Il y a pas de logique dans ce que vous avez fait. Donc en plus, il y a des couacs temporels. Enfin bref. Heureusement que il y avait sur cette discussion, en plus de Florent dont j'ai déjà parlé, Minatea. Et oui, la queen du drama. Heureusement que la queen du drama était là, parce que du coup, elle nous a fait des teasings, vous n'imaginez pas. En fait, c'est elle qui l'a lu le plus vite. Et elle nous mettait des choses spoilantes masquées sur le Discord. Et nous, en fait, on n'avait qu'une hâte, c'est d'atteindre le stade auquel elle avait eu cette phrase ou cette réaction, pour pouvoir voir ce qu'elle avait dit en fait. Donc ça nous a grave boosté. Donc je me demande si je les avais pas eu derrière les Phénix, si je l'aurais lu si vite et si bien. Voilà. Comme quoi, avoir sa petite team de drama, ça peut servir à lire un livre plus vite. Conclusion, j'ai mis 6,5 à ce livre, donc quand même plus que Once and For All, mais comme je vous l'ai dit, c'est peut-être juste grâce aux Phénix qui m'ont boosté, je ne sais pas. On a prévu éventuellement de se prendre la suite en e-book pas cher ou en audiobook ou une connerie du genre, mais pas de payer 15 balles le bouquin probablement, on verra bien, ça se trouve je l'achèterai, je ne sais pas. Et de se lire la suite en mode un peu allez venez on va se marrer et on se prend pas au sérieux quoi. Parce qu'il y a des bouquins si tu les prends pas au second degré, genre ça, genre Les Sangs, je lis aussi avec Minatea, clairement tu vas pas plus loin. Et dernier livre physique que je vous présente, qui est un mini spoil pour la vidéo de lundi, si je dis pas de bêtises dans mon planning, mais je suis pas sûre de le connaître moi-même par cœur. J'ai lu Le Prince Cruel de Holly Black, qui est le premier tome de la saga Le Peuple de l'air, aux éditions Rajo. Ça traînait depuis 125 ans dans ma palle, en tout cas beaucoup plus longtemps qu'il n'aurait dû. Et en fait c'est vous qui l'avez choisi pour
le challenge où on lit vos suggestions, enfin vos suggestions, vous choisissez nos lectures dans la palle, vous avez compris. Donc c'est la vidéo de lundi, voilà, petit teasing, et c'est celui pour lequel il y a eu plus de votes, égalité avec un autre livre que je n'ai pas fini, donc cette fois-ci, pas de spoil, mais j'ai choisi de lire celui-là en premier parce que l'autre était très gros et que je me suis dit qu'étant donné le rythme de tortue que j'avais en ce moment, valait mieux que je lise le plus petit des deux, quoi qu'il fasse quand même plus de 500 pages, avant l'autre, comme ça je lisais au moins 2 livres, yes, en espérant que ça soit plus parce que sinon c'est ridicule, pour ce challenge de vous choisissez nos lectures. Bref, pour le pitch de Le Prince Cruel, je vais enfin pouvoir faire un pitch correct parce que j'ai dit des conneries dans mes pitchs précédents. On va suivre Jude qui a une grande sœur et une sœur jumelle. Et pendant son enfance, je sais plus quel âge elle a, genre 8 ans, truc du style, un type bizarre aux oreilles pointues va se pointer chez elle, va réclamer son dû, mais elle va être en mode mais qu'est-ce de quoi qu'il parle le monsieur, et va tout simplement, sous leurs yeux ébahis à ses sœurs et elle, zigouiller ses parents de manière plutôt sanglante. Et en fait, il se trouve que l'aîné de la fratrie, enfin la sororité, je sais pas comment le dire, était en fait la fille de cet homme-là, qui est un faé. Donc tout ce qui veut dire faé veut dire pouvoir magique, oreilles pointues évidemment, et tout ce genre de choses fort sympathiques ou pas, puisque le monde des faés ici dans cet univers est assez impitoyable. Voilà. Ils sont immortels, enfin vous avez l'idée. Et donc elle va être balancée dans cet univers-là en tant que pauvre humaine, parce que autant sa sœur, enfin sa demi-sœur du coup, est moitié faé et moitié humaine, autant elle et sa sœur jumelle sont toutes les deux humaines quoi. Et elles vont donc être balancées dans ce monde de faé et y vivre le reste de leur vie, puisque Madoc, je crois que c'est Madoc, hein, il me semble, bref, donc le père biologique de l'aîné, a dit maintenant que j'ai buté vos parents, vous êtes ma responsabilité, je vous embarque avec moi. Et donc les deux humaines se font un petit peu persécuter parce que ce sont deux pauvres humaines pitoyables et mortelles et tout ce que vous voulez. Voilà. Notamment par le prince cruel qui s'appelle Cardan. Cardan, prononcez-le comme vous voulez, Cardan ça fait vraiment laid quand même. Bref. Donc tout ça pour dire que c'était, en ce qui me concerne, une relecture parce que je l'avais lu en VO à sa sortie, c'est-à-dire il y a quelques années quand même, un moment. Et ça m'avait bien plu, mais comme vous le savez, moi, lire de la fantasy en anglais c'est compliqué pour moi, donc clairement j'étais bien sûr au courant que je n'avais pas tout compris, donc ça m'a fait du bien de relire ça, surtout quelques années après, vous connaissez ma mémoire. De toute façon j'avais oublié une partie. Pas tout, clairement, notamment pas la fin, mais j'avais oublié une partie, donc ça faisait du bien de le relire en français, et de manière aussi facile et fluide que n'importe quelle lecture en français, contrairement à ce que j'ai lu en anglais, quoi. Vous avez l'idée. La seule chose qui m'a déplu, c'est qu'il y a un glossaire à la fin. C'est-à-dire que tout du long, il y a beaucoup de créatures fantastiques issues du folklore irlandais, écossais, anglophone, enfin voilà, vous avez l'idée, un folklore qu'on n'a pas forcément nous, mais il y a un glossaire à la fin. Mais pourquoi est-ce qu'il est à la fin? Ça c'est le truc, peut-être c'est normal de le mettre à la fin le glossaire, mais dans ces cas-là, préviens qu'il y en a un à la fin. Parce qu'il y a vraiment des moments où j'étais en mode oh la flemme de chercher sur internet, je sais pas ce que c'est comme créature, tant pis. Si l'autrice, si c'était vraiment si important que ça, l'autrice l'aurait décrit ou détaillé quelque part. Bon, au final, ça a un peu été fait à la fin, mais tant pis. Et comme c'était la seule chose que j'avais à reprocher à l'écriture, au-delà de ça, l'écriture est vraiment très bonne. Le livre était très prenant puisque je l'ai lu en 3 ou 4 jours, je crois, un truc du style, tout en bossant. Donc ça prouve que c'était vraiment une bonne lecture, d'autant plus que je crois que je lisais une lecture commune en même temps, le livre que je vais vous présenter après. Donc bref, je l'ai lu assez vite pour 530 pages. L'histoire était très intéressante, notamment grâce à ses personnages ambigus, avec par exemple le personnage donc de Madoc, si je me trompe pas dans le prénom, donc du père des 3 filles, puisqu'en fait, il a fait un acte horrible, il a buté les parents, etc., pour récupérer son aîné, mais en même temps, il les a vraiment élevées comme si c'était ses filles dans la foulée. Donc en fait, Jude et sa sœur jumelle, Taryn je crois, développent des sentiments comme elles auraient développé des sentiments pour un père, quoi. Et c'est un petit peu compliqué et ambigu, vraiment, parce qu'en même temps, ils ont vraiment assassiné leurs vrais parents, et en même temps, il est quand même sympa avec elles, il les a élevées, enfin, elles sont pas maltraitées par leur père, quoi. Donc vraiment, cette dimension était très intéressante à lire. Et j'ai enfin beaucoup aimé la transformation de Jude, puisque au début, franchement, elle est un peu relou, et plus on avance, et plus elle devient badass, intéressante, et avec un vrai objectif, entre guillemets, et pas juste ouais, je vais faire chier les feuilles parce qu'ils me font chier. Et voilà, il y a un vrai truc qui se dessine par la suite, mais je peux pas vraiment vous en parler, ça serait évidemment spoiler. En conclusion, pour ce bouquin-là, je l'ai noté 8 sur 10, donc c'est une plutôt bonne lecture,
et j'ai le deuxième tome dans ma palle, et comme je le disais dans le vlog, donc vous le verrez demain, je lirai probablement le tome 2 pendant le mois de décembre, ou dans pas si longtemps, du moins j'espère. Par contre j'ai pas le tome 3 dans ma palle, donc j'espère que le tome 2 finira pas sur un cliffhanger comme finissait le tome 1. Et enfin, je me décale encore pour vous parler du dernier ebook et du dernier livre de la vidéo, puisque je vous parle de Villa Anima. Lu aussi dans le cadre du Plib, lu aussi en lecture commune sur le Discord du Plib. C'est un livre de Mathilde Maras, dans la collection Echo, oui c'était en français je crois, Echo, mais je sais plus de quelle maison d'édition c'est. C'est peut-être bien Gulfstream, mais j'ai un doute. En tout cas, je vous le mets en barre d'infos comme d'habitude, il y a toujours toutes les refs des bouquins. Le pitch de la Villa Anima est le suivant. On va suivre Magdalene, je crois, qui se trouve être malencontreusement tombée enceinte du haut de ses 16 ou 17 ans. Alors, c'est son copain, elle l'aime, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là, mais l'avortement n'est pas autorisé dans son monde, son univers, parce que c'est de la fantaisie. Sauf que il est autorisé uniquement pour les femmes qui ont un titre politique, je sais pas comment appeler ça, enfin bref, qui ont une écharpe, en tout cas ça s'appelle une écharpe dans leur univers, mais ces écharpes il faut les obtenir à la suite d'épreuves, et donc elle va se décider à faire la première épreuve, juste la première pour être sûre de pas trop se prendre la tête et de pas prendre le risque de perdre son privilège pour pouvoir avorter. Donc, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y avait des épreuves, parce que vous savez que j'adore la compète et les épreuves, mais tout le reste était vraiment très bof. Alors si vous voulez lire une dystopie et que vous n'êtes pas habitué des dystopies, que vous n'en avez pas lu beaucoup, ça pourrait éventuellement vous plaire. Dans mon cas, qui aime beaucoup la dystopie et qu'en ai lu quand même quelques-unes, bah c'est tombé à l'eau, c'est-à-dire que c'était une dystopie en plus des autres, et il y avait plein de points qui n'étaient pas développés alors que ça aurait été super intéressant, et à l'inverse, des trucs qui n'auraient pas dû être développés parce qu'on s'en fiche, mais qui l'ont été. Et voilà, pas fou. Ensuite, on avait des trucs qui venaient un peu de nulle part. Et on était tous sur notre lecture commune en mode on en parle de ça ou on est d'accord que c'était chelou, hein, mais vraiment des trucs qui viennent de nulle part. Allez savoir ce qui s'est passé. Pour moi, le bouquin avait du potentiel, mais il n'a pas été assez développé là où il fallait. Trop à d'autres, comme je le disais. Il y a peut-être pas eu assez l'autrice a peut-être pas été assez guidée, on va dire ça comme ça. Mais du coup, j'ai pas voté pour dans mes 25, parce que je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure pour Vertèbre. Vertèbre, je l'ai lu alors qu'il était déjà plus en lice pour le Plib. Ce qui est dommage parce que je l'ai adoré. Et là, celui-là, il était encore en lice au moment où j'ai lu. Au moment où je vous parle, il l'est encore, parce que les votes ne sont pas terminés. Mais au moment où vous voyez cette vidéo, évidemment, ça fait longtemps que c'est fini. Et ça fait longtemps qu'il est passé ou pas. Je ne pense pas vu les retours qu'il a, mais sait-on jamais. Bref, donc clairement, il aurait nécessité d'être réécrit, retravaillé, parce que pour moi, il y avait quand même du potentiel. Par exemple, dans l'épilogue, même si évidemment je ne vais pas détailler, il y a des trucs, même si au début de l'épilogue, il y avait écrit un certain temps plus tard, c'était pas crédible ce qui se passait dans l'épilogue. Même tant de temps après, c'était pas crédible. Donc c'était trop classique pour moi et pas assez bien écrit. Non, c'est pas de la faute de l'autrice, je pense. Pour moi, c'est un manque de guidance, on va dire ça comme ça. Mais par contre, il s'est bien lu et plutôt vite, donc si vous n'êtes pas habitué de la dystopie et que vous avez envie d'une lecture rapide, pourquoi pas, sachant que je l'ai noté 6,5. Et ça en est tout pour les lectures que j'ai pu faire au mois d'octobre et de novembre pour l'instant, parce que je vous l'ai dit, je suis au milieu du mois de novembre. Et j'espère que ça vous aura plu. Il n'y a pas eu des lectures folichonnes. La meilleure c'était Le Prince Cruel et Heartstopper évidemment, mais si vous n'aimez pas du tout les graphiques, bon bah vous n'allez pas vous attarder dessus et ça serait dommage. Mais voilà mes lectures de ces derniers temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez lu certains d'entre eux, si je vous ai donné envie ou pas du tout, si vous avez certains dans la palle, tout ça, vous avez l'habitude. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Je vous fais de gros bisous, vous souhaite d'excellentes lectures et vous dis à la prochaine. Ciao!